Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, comme vous pouvez le constater, on n'est pas en face cam. On est sur le dernier concept que j'avais imaginé avant de créer la chaîne. J'avais en tête le comics de la semaine, donc mon format review, avis classique, vous l'avez déjà vu. Mon format Discu Comics, en mode discussion plus tranquille, sans montage sur le monde du comics, etc. Le format Histoire Comics, comme la vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines sur la création des X-Men plus montée, plus travaillée, plus écrite. Et ce format-là, qui devait faire suite au format Histoire Comics, j'ai pas encore le nom de celui-là, qui n'est donc pas un format Fastcam, c'est un format page à page, dans lequel on va parler des intégrales X-Men. Alors il y aura peut-être à terme d'autres intégrales, peut-être les Spider-Man, les Fantastic Four, j'en sais rien. Mais j'ai créé ce format pour parler surtout du run de Chris Claremont sur les X-Men, qui est un de mes runs préférés de tous les temps. C'est tout univers confondu, un des runs qui est le plus important pour moi. J'adore les X-Men, comme vous le savez, et j'aime beaucoup Chris Claremont. Donc, comme on a la chance en France d'avoir les intégrales X-Men et le run de Claremont dans son intégralité, eh bien j'avais envie de vous parler de ça. C'est l'occasion de parler des épisodes, de tout ça, des personnages, de ce que j'aime dans les X-Men, etc. C'est vraiment l'occasion de discuter des X-Men et de ce run qui est incroyable. Donc voilà, j'ai pas encore le nom du format, on verra quand je le posterai, je sais pas du tout. Et en attendant, du coup, je voulais donc faire ça, mais après avoir fait la vidéo sur la création des X-Men jusqu'à leur renouveau en 1975 par Len Wein et Dave Cockrum. Je vous mettrai un petit lien sur cette vidéo si vous l'avez pas vue, elle est cool, elle vous donne le contexte sur la création de cette équipe jusqu'au moment où commence cette intégrale-là. Donc voilà, donc bah écoutez, aujourd'hui on est sur un page à page, donc forcément si vous voulez pas du tout voir l'intérieur de ce bouquin et le découvrir par vous-même, sachant que ça va forcément spoiler puisqu'on va aller jusqu'au bout de l'intégrale, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour les autres, n'hésitez pas à rester avec moi, et j'espère qu'on passera un bon moment ensemble. Alors j'espère qu'au niveau lumière, etc., ça va bien se passer, puisque c'est ma première vidéo en page à page, j'espère que ça rendra bien. Voilà. Bon, eh bien, sans plus attendre, on va commencer à parler de cette intégrale 1975-1976, qui contient le Giant Size X-Men par Len Wein et Dave Cockrum, bien entendu, ainsi que les numéros 94 à 102 de la série Uncanny X-Men. J'ai enlevé la jaquette parce que je n'aime pas lire les bouquins à jaquette avec la jaquette dessus. Donc, on va y aller. Petite remise en contexte, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la création, encore une fois, pour avoir le contexte complet, mais petite remise en contexte rapide. Les X-Men, ils sont créés en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby. D'autres auteurs leur font suite, les chiffres de vente sont assez mauvais, en tout cas pas suffisants pour les exécutifs de Marvel. En 1970, la série s'arrête au numéro 66, faute de vente. Et il y a bien des numéros 67 jusqu'à 93, mais ce sont des réimpressions d'histoires déjà sorties. Et en 1975, on a le droit au retour des X-Men par Dave Cockrum et Len Wein dans le Giant Size X-Men, qui est le premier de cette intégrale, et donc maintenant on peut y aller. Voilà, alors let's go pour le page à page. Tac, c'est particulier comme exercice, je suis pas habitué, on va essayer de faire au mieux. Alors, donc là, vous avez bien entendu la liste des auteurs, des dessinateurs, enfin du dessinateur, puisque c'est Dave Cockrum sur l'intégralité de cette intégrale, des encreurs, des coloristes, la traduction par Elisabeth Delanoë, qui n'est pas encore Geneviève Coulon, et ça, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines, et puis le lettrage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Hop, là, on a une petite préface par Stanley, qui est bien sympathique, c'est intéressant à lire, donc si jamais vous allez sur les intégrales, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour la lire. Et puis on enchaîne tout de suite avec le fameux Giant Size X-Men, le Giant Size X-Men qui est donc la façon pour Marvel de faire revenir les X-Men sur le devant de la scène, le but étant de faire une équipe un petit peu plus internationale, un petit peu plus variée, et un peu moins ado, un petit peu plus adulte. On a donc l'arrivée de Nightcrawler, Diablo, Wolverine, Thunderbird, Colossus, le Hurleur, Storm et Sunfire, pardon. Puisque comme vous le savez, l'équipe d'origine des X-Men, c'était Angel, le Fauve, Cyclope, Marvel Girl, donc Jean Grey, et Iceman, ou Iceberg en français. Et ici, on a donc cette nouvelle équipe qui va les remplacer, pour diverses raisons. Alors, évidemment,
beaucoup de personnages cultes dans le début de ce Giant Size. On commence le numéro avec l'introduction de Diablo, Nightcrawler, Kurt Wagner, qui est un personnage très aimé, et moi je l'adore, ce personnage, c'est devenu un de mes personnages préférés au fil des années, mais j'ai du mal, hein, dis donc, au fil des années. Et Nightcrawler, eh bien ici, il est présenté comme pourchassé par des humains, parce que, évidemment, vu son apparence, il est discriminé, bien entendu, et on le voit donc effectivement essayer de s'enfuir au départ, puis finalement confronter ses agresseurs, et arrive le fameux professeur Charles Xavier qui vient chercher Kurt pour le faire venir dans les X-Men, le faire venir dans son équipe. On a donc ensuite l'introduction de Wolverine, oui, parce que le numéro, le Giant Size, il commence comme ça, il introduit tous les nouveaux membres, pour ensuite commencer vraiment l'histoire, dont on parlera un petit peu après. Là, on a Wolverine qui arrive, ce n'est pas sa première apparition, bien entendu, puisque Wolverine, il a été créé par Len Wayne et Romita Senior, le design a été créé par Romita Senior, sur demande de Roy Thomas à l'époque, parce qu'il voulait appeler au lecteur canadien, enfin il voulait faire du pied au lectorat canadien, et on avait un design qui était un petit peu différent, puisque les ailettes sur son masque étaient un peu moins grandes. Il se trouve que c'est l'artiste de la cover, dont le nom m'échappe, je suis désolé, je le mettrai sans doute au montage. L'artiste de la cover qui a dessiné les ailettes de son masque un petit peu plus grandes que prévu, et ça a plu à Dave Cockrum qui les a gardées dans le numéro, et du coup c'est pour ça qu'on a ce masque-là, tel qu'il est aujourd'hui. Et donc Wolverine, quand il est apparu dans le Hulk 180, puis 180 et 182, c'était un moyen de faire un appel du pied au lectorat canadien, et eh bien ça a marché, puisque le personnage est devenu extrêmement populaire, notamment grâce en partie à John Byrne, qui aime beaucoup le personnage et qui, dans son run, après, c'est dans la prochaine intégrale qu'il arrive, l'utilisera beaucoup, dans son run avec Claremont, hein, bien sûr, parce qu'il illustre le run, mais il a beaucoup participé à l'écriture. Là, on a l'introduction de ni plus ni moins que l'un des meilleurs personnages de l'univers Marvel, Ororo Munro, à savoir Tornade, à savoir Storm. Donc Tornade, qui ici on la retrouve au Kenya. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais Wolverine, là, il est au Canada, il est dans une base militaire. euh, Charles Xavier vient le chercher. Évidemment, il décide de partir, ce qui déplaît à ses supérieurs, mais il part quand même. Ici, Ororo, on la retrouve au Kenya. Elle est vénérée comme une déesse, puisqu'elle apporte la pluie euh, à une tribu qui subit la sécheresse. Charles Xavier vient la chercher, elle accepte de partir avec lui, elle aussi. Ensuite, on en arrive à Sunfire qui est Shiro Yoshida, un japonais, donc ici on le retrouve à Osaka. Charles Xavier vient le chercher, vous le voyez, l'introduction, elle est très rapide. Il dit ok, je viens. Ensuite, on a l'introduction de Colossus. Euh, Colossus qui est donc Peter Rasputin, premier personnage russe des mutants, et qu'on voit dans la ferme chez lui. Sa petite sœur va se faire entrer dedans par un tracteur, il la sauve avec son pouvoir, donc on peut voir que sa famille est au courant de ses pouvoirs, et visiblement il l'aime quand même, donc ici pas de discrimination pour Peter dans sa famille, ce qui est assez différent de beaucoup d'autres personnages de l'univers X-Men, et ça j'aime bien. Donc on voit qu'il part, malgré la tristesse de ses parents, il rejoint Charles Xavier et les X-Men. Là on a l'introduction bien entendu de John Proudstar, alias Thunderbird. Thunderbird qui est donc un natif américain, et un personnage qui va faire une très courte apparition, comme vous le constaterez dans quelques temps. Il va pas rester très longtemps. Mais bon, il est un petit peu agressif en plus, c'est un personnage un peu belliqueux, disons. Mais il est intéressant, et là, donc voilà, donc on a l'équipe qui est formée, avec Charles Xavier, et on va nous expliquer pourquoi. Ah oui, aussi au passage, donc ils obtiennent leur nouveau costume, et on nous dit qu'ils sont fabriqués en molécules instables, et qu'ils ont été fabriqués par, je sais pas si vous voyez bien, Reed Richards. Donc c'est rigolo, parce que forcément, étant donné que les X-Men ont été créés pour reproduire le succès des Fantastic Four, c'est cool de voir qu'ils y font référence ici. Donc là, évidemment, l'introduction du leader de l'équipe qui, comme dans la première version de l'équipe, est toujours là. Cyclope, toujours aussi stylé, toujours aussi classe. Scott Summers. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce personnage, et je trouve que c'est un des mieux écrits jusqu'à une certaine période où il devient un peu maltraité par les auteurs, je dirais, mais on en reparlera sans doute. Pour l'instant, il est cool.
Là, il est introduit comme nouveau leader de l'équipe. Ils expliquent avec Patrick Stewart, j'allais dire, n'importe quoi, avec Charles Xavier qu'en fait, s'ils ont fait appel à cette équipe, c'est parce que l'ancienne équipe des X-Men a disparu. Euh, Charles Xavier et Scott ont repéré un mutant surpuissant sur l'île de Krakoa, et ils ont donc envoyé l'équipe pour aller le chercher, puisque c'est leur but de récupérer les mutants pour les faire venir dans l'école de Charles. Sauf que, ben, les X-Men, ils disparaissent tous. Cyclope est renvoyé chez lui dans le jet des X-Men. Il sait pas trop comment, d'ailleurs, le jet est sur pilote automatique. Et il retourne chez lui, et ses yeux, comme vous le voyez, ne lancent plus de rafales optiques. Ce qui est étonnant, puisque du coup, eh bien, il a l'air soigné de sa mutation, mais ça ne dure pas très très longtemps, puisque les pouvoirs reviennent, ça part en vrille, il défonce le mur, et donc les pouvoirs n'ont pas disparu, simplement il a été neutralisé le temps d'être renvoyé au manoir. Donc, avec la nouvelle équipe, il décide de partir pour chercher les X-Men sur Krakoa. Krakoa qu'on ne connaissait pas encore à cette époque-là, puisque c'était une nouveauté. Et donc, eh bien, il y a un petit twist bien sympathique, comme vous le constatez, les X-Men se séparent pour aller chercher le reste de la team. Là, chacun fait un petit peu utilisation de ses pouvoirs pour montrer un petit peu comment ils se débrouillent face à la nature qui les attaque. Évidemment, quand on sait ce qu'est Krakoa, on comprend pourquoi la nature les attaque. Et enfin, ils finissent par se réunir et se rendre compte que bah, Krakoa est en fait une île vivante, un mutant étrange qui en fait attire les mutants pour absorber leur force vitale. Il veut les consommer. Et donc, tout ça était un piège, bien sûr, renvoyer Cyclope là-bas pour aller chercher d'autres mutants et lui en ramener d'autres. Krakoa, qui donc ici est un antagoniste et qui deviendra important, beaucoup plus important, bien des années plus tard, comme vous le savez. D'ailleurs, une vidéo sur Krakoa, il y en aura probablement un de ces quatre sur la chaîne, je sais pas exactement quand, parce que c'est quand même un sacré chantier, mais il y en aura sans doute. Donc voilà, donc Krakoa se réveille, vous voyez que le design est quand même assez sympathique. Au passage, on n'a pas trop parlé des dessins de Dave Cockrum, mais moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je dis Cockrum, mais ça se trouve ça se dit Cockrum, je suis désolé, j'en sais rien, ça se dit probablement Cockrum, puisque de toute façon, ma prononciation, voilà. Et donc, Krakoa, qui a donc son introduction ici, qui combat les X-Men. Ce que j'aime beaucoup avec Dave Cockrum, c'est que, comme vous le voyez, il n'hésite pas, c'est assez dynamique, et pour l'époque, il n'hésite pas à faire des grosses scènes d'action bien bien épiques, avec beaucoup de personnages à l'écran. Je recentre un peu le comics, j'ai l'impression que je suis pas très centré là. Il n'hésite pas à mettre des grosses scènes d'action bien bien épiques avec plein de personnages, et j'aime bien ça, je trouve qu'il y a beaucoup de très bonnes scènes d'action. Alors vous le verrez dans cette intégrale, à cette époque-là, il y a beaucoup d'épisodes qui sont des histoires euh, pas auto-centrées, parce que malgré tout, il y a un fil rouge et il y a des choses qui se suivent, mais c'est un petit peu le freak of the week, c'est-à-dire des fois il y a un ennemi pour le numéro et on passe au suivant juste derrière, parce que bah, il fallait faire du divertissement à chaque épisode, et donc voilà. Mais ici donc on a toute l'équipe qui est en train d'affronter Krakoa. Là vous voyez Lorna Dane qui a été un des personnages rajoutés après dans l'équipe des X-Men de base, les Havok aussi, Alex Summers, le frère de Scott. Et donc voilà, donc il y a un combat, ils affrontent Krakoa, ils finissent par vaincre Krakoa, puisque Lorna Dane envoie, avec les ondes, avec l'aide de Storm, et avec sa maîtrise du magnétisme, ils envoient Krakoa carrément dans l'espace. Alors là, pour le coup, bon, évidemment, c'est un petit peu différent aujourd'hui. Et ils vainquent donc leur ennemi, euh, dans un donc numéro qui a marqué l'histoire parce que introduction de cette fameuse team, et franchement, eh bien moi je le relis quasiment tous les ans, je m'en lasse pas, c'est incroyable. Au passage, vous voyez ici que la team rentre à Westchester en entier, et dès le numéro suivant, qui est donc le premier numéro de Chris Claremont, à savoir donc le numéro 94 des X-Men, euh, et bien dans ce premier numéro, Sunfire s'en va déjà. C'est-à-dire que Sunfire, il a dit bon, c'est bon, je vous ai aidé une fois, maintenant je me casse, vous m'intéressez pas, je rentre chez moi. Voilà, donc ça fait déjà un membre de la nouvelle team qui s'en va, et vous allez voir que ce sera pas le seul. Donc ici, il y a déjà quelques tensions entre les membres de l'équipe. Le hurleur, et là aussi, je vous ai pas dit qu'il y avait le hurleur tout à l'heure, je crois.
Je sais plus si je vous avais dit qu'il y avait le hurleur dans le... Si, je pense que je l'ai dit. Bon, enfin bref, donc le hurleur fait aussi partie de l'équipe. Le hurleur qui d'ailleurs euh, existe depuis un moment. Il était déjà là dans le run précédent, puisque il a été introduit dans X-Men 28 par Roy Thomas, il me semble. Et c'était un antagoniste. La première fois qu'on l'a vu, c'était un antagoniste de l'équipe qui est vite devenu ami en fait avec eux, mais qui faisait pas partie de l'équipe jusqu'au Giant Size. Et donc il est arrivé dans le X-Men 28. Donc là, on a l'ancienne team et la nouvelle qui ont tendance à se friter un petit peu. Wolverine qui évidemment provoque tout le monde parce que bah, c'est Wolverine. Déjà à l'époque, c'était un petit con. J'adore Wolverine, attention, hein, je dis pas ça pour... Mais c'était un petit con. Et donc, ben voilà, les anciens X-Men annoncent à tout le monde qu'ils s'en vont. Même Jean, évidemment, ce qui rend Cyclope très triste, bien entendu, puisqu'ils sont ensemble. Euh, Et donc l'ancienne équipe s'en va, et il reste que la nouvelle, qui est vite confrontée à des désaccords, puisque Cyclope leur impose un entraînement assez intensif, et eh bien ce n'est pas au goût de tout le monde, puisque notre ami John Proudstar n'aime pas qu'on lui donne des ordres, n'aime pas échouer, et comme il échoue dans la salle des dangers, et d'ailleurs magnifique page au passage, hein, comme vous le remarquez, j'adore, je trouve ça sublime, eh bien il n'a pas aimé l'échec face au test de Cyclope. Donc, ensuite, on se retrouve... J'ai déjà fait cette page. Euh, on se retrouve dans le numéro, la suite du numéro où les Animen arrivent. Les Animen, c'était un groupe de mafieux, je crois, à la base, qui sont apparus dans l'univers de Daredevil, je crois, et dans la série Daredevil, pardon, et dans les Avengers aussi. Et ici, eh bien, ils sont envoyés par quelqu'un que vous ne savez que... Ah bah si, qui est là, Nefaria. Nefaria les envoie ici pour récupérer le contrôle des codes nucléaires américains, et comme vous pouvez le constater, il demande une rançon à tous les pays du monde. Bon, classique. Vous voyez, quand je vous parlais de scénario Freak of the Week, là on est typiquement là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un méchant, il est très méchant, il réclame une rançon au monde entier parce qu'il a les codes nucléaires, blablabla, voilà. Bon, les X-Men vont l'arrêter, bien entendu. Ça donne quand même lieu à des scènes bien sympathiques entre les personnages, parce que pourquoi j'en viens à... Bon là on passe au numéro suivant, mais pourquoi j'en viens à ça? Parce que, ben, en fait, ce que j'adore dans le run de Claremont, et vous le verrez tout au long de cette vidéo... Oula, j'ai tapé dans ma caméra, tout va bien. Ce que vous verrez au fil de ces intégrales, c'est que, ben, ce que Claremont fait très très bien, c'est gérer les relations entre les personnages. Cette équipe est incroyable parce que justement, on a des personnages qui sont pas parfaits, qui ont leurs problèmes personnels, qui sont tous différents et qui donc ont du mal parfois à faire équipe, c'est normal, mais aussi qui ont des histoires d'amitié qui sont vraiment fortes, et d'amour pour certains, hein, Scott et Jean entre autres. Donc ça j'aime beaucoup, j'adore la façon dont il gère ces personnages. Alors ici, évidemment, on a donc encore une fois tous les personnages qui s'entraident. Euh, Storm qui essaye de rattraper les gens qui tombent. Ici. Tac. Là, on a la première confrontation avec les Animen. D'ailleurs, là encore, bon, je vais être obligé de continuer à tenir à la page de gauche, pardon. Encore des combats assez dynamiques, que moi j'aime beaucoup. Encore une fois, je trouve que Dave Crocombe, il a vraiment un style très intéressant. Alors évidemment, ça vaut pas l'exceptionnel John Byrne et ce qu'il va faire sur les X-Men pendant 4 ans, je crois. Mais bon, là oui, j'aime bien, il y a un vrai dynamisme dans l'action, encore plein de personnages, ce que je vous disais tout à l'heure. Il aime bien mettre beaucoup de personnages dans les cases, et avoir un espèce de plan d'ensemble de la scène d'action, et j'adore, moi je trouve ça trop classe. Bon, évidemment, Colossus qui fait du Colossus, moi, typiquement là, j'aime bien ces deux cases. On a vraiment la sensation du mouvement, quoi, le... Bam. Voilà, ça j'aime bien, j'aime vraiment, vraiment bien. Donc Dave Cockrum, moi je trouve que bah, il a fait du super taf sur les numéros. Combien il a fait de numéros déjà? 94 à 103, je crois. Ou 94 à 104, je sais plus. Enfin bref, sur les quelques numéros qu'il a fait, plus évidemment le Giant Size, eh bien il fait du super taf. Il fait du super taf, et moi j'aime beaucoup. Donc là on continue tranquillement, il y a l'affrontement contre les Animen. Ah oui, alors ici, oui voilà, il y a quand même un truc important dont j'ai oublié de vous parler, pardon, j'étais en train de parler de Dave Coco, mais du coup, ici, notre ami Thunderbird, il a son ego qui le travaille un petit peu suite à son échec dans la salle des dangers. Et suite à cet échec, donc,
Eh bien, il décide de prouver à tout le monde qu'il a sa place dans l'équipe et qu'il mérite, son titre de X-Men. Résultat, je recentre un peu le bouquin. Résultat, eh bien, il poursuit Nefaria qui s'enfuit dans un avion, mais il est très imprudent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les commandes de l'avion sont détruites, l'avion s'écrase, et notre ami John, eh bien, il décède dans le crash. Quand je vous disais que certains personnages ne feraient pas long feu dans les X-Men, donc encore une fois, Sunfire qui s'en va le jour 1 et Thunderbird qui, bah, y passe au jour 2. Voilà, donc on est là-dessus. Ça va faire beaucoup de mal à Cyclope, comme vous allez pouvoir le constater, parce que Cyclope se sent responsable, étant donné que Thunderbird a été blessé dans la salle des dangers, que ça a causé toute une scène, et qu'il y a eu une dispute entre les deux, et il remet en question ses méthodes, il estime qu'il est fautif, que Thunderbird n'aurait pas été si imprudent s'il n'y avait pas eu cette confrontation. Résultat, Cyclope, et c'est ça que j'adore dans Cyclope, c'est que c'est un personnage qui se voit confier le rôle de leader. Alors il l'a un petit peu voulu au départ, mais il n'empêche que on lui donne le rôle de leader, c'est un petit peu le successeur de Charles, c'est un petit peu le messager de Charles finalement, c'est son bras droit. Sauf que, bah, être leader, dans une équipe de personnages aussi forts, c'est pas si évident que ça, et il en souffre pendant très longtemps. Enfin, les histoires de Cyclope sont souvent autour de ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'histoires récentes où on a fait passer Cyclope pour un méchant un petit peu, qui m'agace un peu parce que oui, il a fait des choix pourris, mais ça, c'est de la faute des auteurs. Mais Cyclope, c'est juste un personnage qui veut bien faire, en fait. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu bien faire, il a toujours voulu faire au mieux pour les mutants, euh, avec ce qu'il porte sur les épaules, c'est-à-dire l'héritage de Charles Xavier. Et on lui impose un petit peu, malgré tout, cet héritage, et cette place de leader, qui lui vaut le respect de certains de ses collègues mutants, mais on lui met beaucoup de choses sur les épaules, et c'est un personnage hyper humain. Moi, je l'aime beaucoup, Scott. Et là, vous voyez, donc il est évidemment touché par ce qui s'est passé, et dans sa rage, il tire un rayon optique sur une espèce de pierre étrange que vous voyez ici, et ben voilà, on passe à autre chose. La pierre est détruite, il y a quelque chose qui en sort visiblement. Je vous dis pas quoi, mais en tout cas, pauvre Scott, il est pas bien. Voilà, ensuite, on a à nouveau la salle des dangers, qui est utilisée par les mutants pour s'entraîner, puisque la nouvelle équipe doit quand même gagner des automatismes et essayer d'apprendre à collaborer, quoi. Donc voilà, on a le hurleur, tout ça. On a Xavier qui dit au hurleur que une nouvelle intendante va arriver dans la maison, puisque lui va partir un petit peu en vacances, et pendant qu'il ne sera pas là, cette jeune femme va prendre sa place. Et nous avons donc là l'introduction de Moira MacTaggert, personnage extrêmement important encore aujourd'hui, enfin encore aujourd'hui, encore en tout cas dans l'ère Krakoa, et que vous avez pu voir dans les films, notamment dans X-Men First Class, qui était joué par... ah mince, comment elle s'appelait cette fille? Excellente actrice au demeurant. Bon, je sais plus exactement, mais en tout cas elle était dans First Class. Le personnage était très différent de la version des comics, ceci dit, mais Moira MacTaggert, personnage très important, qui est une généticienne, elle est experte en mutation, et c'est une amie très proche de Charles Xavier, voire un peu plus qu'une amie, à pas mal de reprises. Donc Moira MacTaggert est introduite ici, encore une fois, ça en fait un numéro quand même très important, sans parler de la mort de Thunderbird juste avant. Donc il y a pas mal d'événements importants dans cette première intégrale, et là, donc on a l'introduction de... Comment s'appelle-t-il déjà? Euh, comment il s'appelle déjà? Stephen Lang, je crois. On a l'introduction de Stephen Lang, qui est donc un méchant pas gentil, qui n'aime pas les mutants. Il nous fait un petit peu une espèce de reprise de ce que voulait être Bolivar Trask, à savoir, euh, on veut exterminer les mutants, c'est la guerre entre l'Homo sapiens et l'Homo supérieur, on doit l'exterminer avant que ce soit lui qui nous extermine. Le classique, vous connaissez, Bolivar Trask, les sentinelles, tout ça. Il veut faire un petit peu pareil, donc on a l'introduction de ce personnage, pour vous dire, c'est lui, hein, c'est le blond là, le blond énervé. Il demande d'ailleurs, scène qui ressemble un petit peu à certaines choses qu'on a vues dans les films, il propose un programme d'extermination des mutants à l'état-major de son pays, et on l'envoie chier, résultat, il tue le militaire en question, pour éviter que ça se sache. Donc là, on est de retour chez les X-Men, on a Moira MacTaggert qui est courtisée tout de suite par Sean Cassidy, qui est donc le hurleur, hein, Sean Cassidy, je sais pas si je vous avais dit son nom.
Arrive une espèce de créature étrange qui attaque Cyclope, visiblement. Cette espèce d'horreur-là, qui s'appelle Kirok. Et Kirok, c'est une sorte de démon qui sort de nulle part et attaque les X-Men. Alors évidemment, c'est un petit peu surprenant. Encore de jolies scènes d'action. On a Charles Xavier qui essaye de lire dans ses pensées pour savoir ce que c'est, sauf qu'il se retrouve avec des visions infernales dans sa tête et ça lui fait faire une crise de panique, bien entendu. Hop, on a Moira qui essaye de les aider. On a des jolis combats. Storm qui est envoyé pour aller sceller cette chose. Des petits démons qui l'attaquent. Et Storm qui donc est un petit peu renvoyé dans son passé. Et on a un tout premier aperçu de l'origin story de Storm, ce qu'on n'avait pas encore eu jusque-là. Si ce n'est qu'elle venait du Kenya au début, mais on ne sait pas exactement d'où elle vient réellement. Et on a des petits aperçus ici. J'adore l'origin story de Storm, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'intégrale. Et donc, elle se retrouve face à une espèce de pierre qu'elle reforme et elle scelle ces démons-là. Là, on a Charles Xavier qui dit comment ça se fait que cette créature soit venue, on ne le saura peut-être jamais. Nous, on l'a vu, puisque c'est Cyclope qui a détruit la pierre qui en fait scellé ce démon au début de ce numéro. Et donc, c'est de la faute de Cyclope, même si bon, on va pas lui mettre ça sur les épaules. Encore, en plus du reste. Donc voilà, donc on voit ça, hop, là on passe au numéro d'après. Je vous ai pas dit à chaque fois, mais euh, c'est toujours Chris Claremont et Dave Cockrum, mais on a l'encreur et le coloriste qui changent. Là ici c'est Sam Granger et Don Warfield, mais ça change quasiment à chaque numéro. C'est pour ça que si vous voyez des changements dans les couleurs, ne soyez pas étonnés. Ici on a un premier aperçu de la partie cosmique des X-Men, parce que oui, il y a beaucoup de cosmiques dans l'histoire des X-Men, et notamment à travers l'histoire de Charles Xavier, qui ici fait un cauchemar toutes les nuits, qui visiblement le met très 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 mal à l'aise, et qui l'empêche de dormir. Là, vous voyez, il se réveille de son cauchemar, il voit un visage, quelque chose qui l'appelle, une guerre dans l'espace, il sait pas ce que c'est, ça le mine, il arrive plus à se servir de ses pouvoirs, à chaque fois qu'il se sert de ses pouvoirs, il revoit ce truc, ça le détruit mentalement petit à petit, et donc il demande conseil à Moira, euh, qui lui dit très clairement qu'il a besoin de prendre un peu de recul. Lui, il est en train de dire qu'il perd la raison, qu'il perd la tête. Euh, Moira lui conseille d'aller en parler à quelqu'un, de prendre du recul. Ici, on retrouve Lorna Dane et Alex Summers qui sont partis, comme vous le savez, au début de l'histoire. Ils sont partis, ils font plus partie des X-Men, et ils sont allés vivre leur idylle, tranquillement, faire le tour du monde, s'amuser, tout ça, tout ça. Mais ils sont ici attaqués, puisque quelqu'un semble avoir pris le corps de Lorna Dane et attaque Alex Summers. Que se passe-t-il, j'ai envie de vous dire? Eh bien, encore une fois, on est sur une nouvelle histoire avec donc Lorna qui se décide à attaquer les X-Men. Vous voyez que Jean est de retour. Enfin, elle est pas de retour dans l'équipe, hein, attention, elle est toujours proche des gens de l'équipe, et donc, de temps en temps, ils font des choses ensemble. Ici, en l'occurrence, ils accompagnent Charles Xavier qui va partir pour les fameuses vacances. Il a besoin de prendre un petit peu de recul, comme je vous disais, parce que le cauchemar le rend fou. Donc, eh bien, écoutez, le souci, c'est que comme d'habitude, il y a quelque chose qui vient pour embêter les X-Men, puisque, bien entendu, rien n'est faisable par ces gens sans que un méchant vienne les emmerder. Donc, ici, on a euh, la Lorna possédée ainsi que le Alex possédé qui viennent et qui sont en costume étonnamment et qui attaquent donc l'équipe, comme vous voyez Lorna qui attaque Jean ici. Scott se retrouve encore une fois en difficulté puisque, bien entendu, son frère fait n'importe quoi, et donc il va falloir qu'il affronte son propre frère alors qu'il vient de voir Jean se faire exploser la tronche par Lorna. Encore des scènes d'action qui sont hyper dynamiques. Là, on a carrément Havok qui essaye de shooter l'avion de Xavier qui est ici avec une décharge, et c'est un autre avion qui prend, un autre avion vide, heureusement pour les X-Men, mais un autre avion qui prend, donc on a un truc ultra spectaculaire. La case est magnifique, je trouve. C'est encore une fois très dynamique. Ici, on a donc l'apparition de Éric le Rouge, qui est un personnage un petit peu étrange, puisque dans le numéro 52, je crois, ou 51 de X-Men, en l'occurrence c'est 51 et 52, je crois, Scott avait pris le surnom de Éric le Rouge pour infiltrer les mauvais mutants, la confrérie des mauvais mutants de Magneto. Et du coup, ici, on a un Éric le Rouge qui revient d'on ne sait où et qui contrôle mentalement Havok et Polaris pour attaquer les X-Men. Donc on a encore une fois
une grosse scène d'action, on va accélérer un petit peu sur ce numéro parce que, voilà, c'est surtout de l'action, je crois que j'ai passé 2 pages d'un coup, non, c'est bon. On a une grosse scène d'action encore une fois, Storm qui, encore une fois, montre sa puissance incroyable. Hop, voilà, et une victoire des X-Men avec notre ami le scientifique fou de tout à l'heure qui les observe. Bien. Maintenant, on passe au numéro suivant, numéro de Noël, donc, lors duquel bah, ils essayent de passer de bons moments ensemble, parce qu'il y en a plus tant que ça, et Scott est un petit peu tendu, évidemment, puisque la mort de Thunderbird lui pèse toujours, l'histoire avec son frère, bon, c'était pas la fête non plus, voilà, Ororo qui découvre la neige, c'est chouette, sauf que, après une scène bien sympa, moi encore une fois j'aime bien les scènes de vie de tous les jours, donc bah, j'aime beaucoup cette scène, et Jean et Scott sont en train de profiter quand, une fois de plus, ils se font attaquer, mais cette fois par, vous les aurez reconnus, les Sentinelles, les fameux robots chasseurs de mutants, créés à l'origine par Bolivar Trask. Les Sentinelles, je crois que c'était dans X-Men 14, c'est Stanley et Jack Kirby qui les créent. Euh, Bolivar Trask qui donc crée les Sentinelles pour chasser l'Homo supérieur et l'exterminer. Le retour des Sentinelles, j'adore les Sentinelles, c'est vraiment iconique de l'univers de X-Men, vraiment. Et ici, bah, elles reviennent, elles attaquent Jean et Cyclope, Scott Summers, qui donc se voit obligé dans une scène d'action, encore une fois bien cool, excusez-moi j'ai la voix qui part, dans une scène d'action encore une fois bien cool, où il transperce une sentinelle d'une rafale, Jean aussi qui lui met une bonne branlée à la sentinelle, et bien entendu, ça ne suffit pas, puisque les deux se font enlever, enfin, Jean se fait enlever, Scott tombe du toit, et les sentinelles attaquent le reste de l'équipe aussi, comme vous le constatez ici. Pour une partie de l'équipe d'ailleurs, c'est une nouveauté, les sentinelles, ils les ont jamais rencontrés avant. Et là, ça se passe en public, en plus. Donc, eh bien, les civils assistent à ça, ce qui va causer une petite polémique anti-mutant, comme souvent dans l'univers des X-Men. Là, on retrouve Charles, qui donc est sur un bateau de plaisance avec son ami Peter Corbeau. Peter Corbeau, qui est un scientifique cosmonaute, si mes souvenirs sont bons, il est apparu dans les Avengers aussi. Et Peter Corbeau, donc, c'est donc un des amis de Charles Xavier, et Charles lui parle de son rêve, de son cauchemar, euh, chose qui est un petit peu minimisée par Corbeau, qui lui dit qu'en gros, bon bah il est juste à bout, il est juste à bout de nerfs, et que voilà. Les Sentinelles arrivent pour chercher Charles Xavier aussi, puisque visiblement, ça leur suffisait pas de prendre tout le reste de la team. Elle réussit à embarquer Charles et à détruire le bateau. Heureusement, Peter Corbeau arrive à prévenir des gens. Ici, on voit, donc on est dans la base de monsieur Stephen Lang. Stephen Lang qui n'a a priori rien à voir avec Scott Lang, malgré le fait de partager un nom de famille. Mais Stephen Lang qui a donc enfermé les X-Men, on sait pas trop pourquoi. Il les a attachés à des machines, et on découvre ici un Wolverine démasqué. D'ailleurs, on m'en a pas parlé, mais il y a un Wolverine démasqué depuis quelques pages maintenant, ce qui est une première, il me semble. Et donc on a aussi le, le twist du fait que les griffes de Wolverine ne font donc pas partie de son costume. D'ailleurs, ils en parlent, il y a des personnages qui sont surpris là. Elles elles font partie de son corps, elles font partie de son anatomie. Les griffes de Wolverine font partie de lui. Et donc c'est un petit twist, l'air de rien, qui encore aujourd'hui est important. Donc sympathique. Wolverine qui a la seule force de ses bras parce que Monsieur Stephen Lang a mis une baffe à Jean, s'énerve d'un coup, ce qui commence à, on va dire, présager un tout petit peu de la relation qu'il aura avec Jean plus tard. Et donc il défonce ses liens, il explose des sentinelles, il fait fuir les vilains, il libère l'équipe. S'ensuit évidemment un immense combat contre des sentinelles, encore une fois, très dynamique, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on a donc toute l'équipe qui se débrouille avec son truc. Et on se rend compte aussi que du coup, donc Cyclope n'a pas été enlevé avec eux, et de son côté, Cyclope, il a réuni le reste de l'équipe, ceux qui n'ont pas été enlevés, ceux qui font pas partie de ceux-ci-là, et du coup, eh bien, ils essayent de... bah, ils ont récupéré Peter Corbeau, comme vous pouvez le constater, et ils essayent de savoir où sont les autres X-Men, ils ne les trouvent pas avec le Cérébro, donc bah, évidemment c'est la panique, et
Peter Corbeau réalise qu'en fait, ils ne sont pas sur Terre. Si ils ne les ont pas trouvés avec le Cérébro, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas sur la planète, ils sont dans l'espace, ils sont dans une station spatiale. Et donc, eh bien écoutez, Peter et l'équipe des X-Men partent pour aller chasser les X-Men. Au passage, j'ai oublié de vous parler d'un truc que je voulais vous montrer. Tac, 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 c'était dans... Voilà. Petite chose rigolote, dans le numéro de Noël, il y avait un caméo de Stanley et Jack Kirby, comme vous pouvez le constater ici. C'était rigolo, comme quoi les films du MCU ne sont pas les premiers, et du MCU et même d'avant, hein, de Spider-Man de Sam Raimi et autres, ne sont pas les premiers à avoir fait apparaître Stanley en caméo. Tac. Donc là, on y revient. Ici, on voit que il y a des soucis suite à ce qui s'est passé dans les rues avec les sentinelles. Il y a des manifestations anti-mutants qui ont commencé. Comme d'habitude, on a pas mal de réactions de la société aux mutants. En attendant, la team avec Peter Corbeau part dans l'espace pour aller chercher le reste de l'équipe, ceux qui sont prisonniers. On accélère un tout petit peu là aussi parce que voilà. Là, on a un premier teasing du dernier numéro de l'intégrale où on voit quelqu'un qui doit mener une lettre à Sean Cassidy, donc au hurleur, et qui se fait tuer. Je n'en dis pas plus. Hop, on a des combats dans l'espace entre les mutants et les sentinelles. C'est classe. Évidemment, ils s'en sortent pour le moment. Là, encore une fois, les sentinelles, le design est quand même incroyable, hein, je trouve. Mais bref, donc on a donc ces combats, tout ça. Encore une fois, je suis désolé, je répète beaucoup qu'il y a des combats, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ces premiers numéros des X-Men. Et de toute façon, de manière générale, dans beaucoup de comics de cette époque-là, en fait, il y a beaucoup d'épisodes qui ne sont que des prétextes à des grosses scènes d'action. Évidemment, je schématise parce que, enfin, je résume ça de manière un peu grossière parce que, évidemment, ça raconte souvent des choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'il y a énormément, comme je vous disais tout à l'heure, de Freak of the Week, l'épisode avec le méchant, le combat de la semaine, et puis voilà. Mais ça n'empêche pas de raconter des choses incroyables, notamment entre les personnages. Et donc ici, on s'aperçoit que Monsieur Stephen Lang, le méchant, il a créé un nouveau type de sentinelle, je crois que c'est les sentinelles Mark III je crois qu'il s'appelle comme ça. Bref, et donc c'est les sentinelles en fait qui ont l'apparence et les pouvoirs des X-Men, c'est pour ça qu'il les a enlevés, c'est pour les recréer en robots, en sentinelles maléfiques. Euh, Sauf que ben il a pas eu vraiment le temps de le faire sur les nouveaux, donc du coup ben, il a tous les anciens en fait. Il a tous les anciens, donc on a la team des anciens X-Men en sentinelle, donc des faux bien entendu, qui se battent encore une fois, mais regardez-moi cette double page. Mais mon dieu que c'est beau. Une scène d'action fabuleuse encore, où il y a absolument tous les persos dans la même case, enfin la même case, là c'est une double page, mais vous m'avez compris, ça part en vrille, c'est sublime, je vous laisse un petit peu la regarder quand même, parce que c'est vraiment trop trop beau. Euh, Il est fort ce Dave, hein, quand même. Il est fort. Donc voilà, s'ensuit encore une fois une immense scène d'action qui, d'ailleurs, est vraiment très sympathique. On a Charles Xavier d'ailleurs qui se bat au corps à corps contre Wolverine, on verra pas ça souvent, donc c'est intéressant. Évidemment, c'est le faux Charles Xavier. Voilà, donc on se rend compte que ce sont des robots, parce que Wolverine, il a pas hésité visiblement. Ça choque un peu tout le monde. Hop, tac. Donc là, on a Steven qui essaye de s'échapper, mais qui va se faire évidemment arrêter par l'équipe. Et donc là, évidemment, il y a des gros doutes sur qui est un vrai, qui est un faux. Là, ils vont devoir s'échapper de la station, sauf que le vaisseau avec lequel ils devaient s'échapper n'a plus de bouclier. Et on est dans une situation où des éruptions solaires sont en cours. Donc du coup, ils avaient besoin de ce bouclier pour sortir de manière sécurisée de la station. Mais la station, la cabine du pilote n'est plus protégée. Donc ils doivent décider qui c'est qui va piloter la navette pour les ramener sur Terre. Et Jean décide que, parce que grâce à ses pouvoirs psychiques, elle peut se créer un bouclier temporaire, elle est la seule à pouvoir les ramener finalement. Donc évidemment, contre l'avis de Wolverine, encore une fois, on commence à voir un petit peu certaines choses. Contre l'avis de Wolverine et Scott, eh bien elle y va. Elle subit de plein fouet les radiations solaires, et vous voyez venir la suite, je pense. Évidemment, on passe au numéro suivant. Vous voyez venir la suite. Elle arrive à ramener l'équipe sur Terre, comme vous le constatez. Avec, encore une fois, c'est très beau. Hein, encore une fois, voilà. Elle arrive à ramener l'équipe sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Qui voilà? Voilà la petite apparition, la première apparition du Phénix. Phénix, donc bon, je pense que beaucoup d'entre vous savent qui c'est.
mais je vais pas en dire beaucoup plus comme ça pour ceux qui veulent découvrir dans les prochaines intégrales. Eh bien, on en parlera, mais la première apparition du Phénix, Jean Grey a subi les éruptions solaires de plein fouet, et visiblement, elle a survécu. Mais elle a survécu, dans quelles conditions? Ça, c'est le grand mystère. Elle tombe dans les vapes, elle est ramenée par Cyclope chez Charles. Vous voyez d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure, Wolverine qui commence à montrer un petit peu des sentiments. Pour un personnage féminin, on ne nous dit pas lequel, mais maintenant on le sait, puisqu'effectivement il voulait amener ce bouquet de fleurs à Jean, mais il se rend compte que tout le monde est là, résultat, il va pas le faire. Parce que Wolverine et les sentiments, voilà, il a jeté le bouquet de fleurs. Donc voilà, on a un Cyclope qui évidemment est dévasté, décidément il en prend plein la tronche. Euh, Mais, évidemment, par chance, le docteur annonce que Madame Jean Grey va s'en sortir. Tout le monde saute de joie, cette scène elle est super touchante la première fois qu'on la voit parce que vraiment, enfin même on voit même Wolverine sourire, ce qui est assez rare dans ces numéros-là. Donc c'est vraiment sympa, on voit tout le monde qui saute de joie, on voit Cyclope qui là encore est ultra touchant, qui s'isole dans son coin et pour laisser la pression retomber parce que là évidemment ça a dû être dur, ça a dû être très très dur. Donc voilà, l'équipe continue à discuter, et sauf que Charles dit bon, maintenant vous allez partir d'ici, vous allez prendre des vacances vous aussi, et moi et Scott, on reste au chevet de Jean. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, ils ont envie de rester, Wolverine a envie de rester, mais ils finissent par être convaincus puisque, oh tiens, comme c'est bizarre, Sean Cassidy a reçu une lettre, vous vous souvenez du tease de tout à l'heure, a reçu une lettre comme quoi il avait hérité du château de ses ancêtres. Bon, eh ben écoutez, quel bon timing, partons en vacances dans le château de mes ancêtres. Donc voilà, donc ils partent, comme vous pouvez le constater, dans une voiture avec des petits dialogues bien sympathiques, quelques blagues sympas qui montrent que dans les comics aussi, il y a de l'humour, il n'y a pas que le MCU qui le fait, mais quand c'est bien écrit, c'est mieux. Voilà, ça c'était pour la petite pique au MCU, parce il en faut une de temps en temps. Euh, le fameux château, qui évidemment est quand même plutôt sympathique. Je pense que le loyer doit être un petit peu cher, mais il est sympathique. Et donc il a hérité de ça, il arrive ici, on se rend compte que quelqu'un les attend dans le château, un méchant semble-t-il, et donc là c'est le majordome, le méchant donne un ordre au majordome, le majordome lui dit non, je ferai plus ce que tu m'as dit, et il s'appelle visiblement Tom Cassidy. Tom Cassidy qui partage donc le nom de famille de Sean. Ici donc on a les Oro qui se préparent pour le repas, le dîner finalement, avec le reste de la team. Et il y a Diablo qui vient la chercher, qui, comme vous pouvez le constater, peut changer d'apparence, puisque depuis quelque temps, il a une petite machine qui lui permet de camoufler son apparence bleue et de mutant, et donc de vivre un petit peu mieux dans la société, sachant que donc il s'en sert évidemment pour prendre les apparences de stars et de personnalités historiques, de manière un petit peu immature, mais c'est rigolo. Et on a donc une Storm qui s'est mise sur son 31, qui est magnifique, comme d'habitude. Ici, on a les deux garçons, Peter et Kurt, pardon, qui courtisent un petit peu Storm, qui les friendzone un petit peu, on va dire, mais gentiment. Et ici, on a donc l'introduction du vilain de cet arc-là, qui continuera sur un numéro derrière, mais qui sera à la prochaine euh, intégrale, puisque ici, on a Tom Cassidy, qui est le cousin, Black Tom Cassidy, pour être exact, qui est le cousin de Sean, et qui est allié au Fléau. Le Fléau, c'est Kane Marco. Kane Marco, le Juggernaut, le demi-frère de Charles Xavier, mais on en reparlera à la prochaine intégrale, puisque là, ils vont se taper dessus, blablabla, voilà. Kane Marco veut se venger des X-Men, Black Tom Cassidy aussi, mais surtout de Sean, en l'occurrence, de son cousin. Et là, surtout, on va arriver à un truc très intéressant, c'est pour ça que je vous dis qu'on parlerait plus tard du Juggernaut et de Black Tom Cassidy qui leur ont tendu un piège dans le château. On en parlera plus tard, parce que là, la partie la plus intéressante de ce numéro, c'est Storm, on a enfin, en fait, elle est enfermée dans le piège qu'ont tendu Juggernaut et Black Tom Cassidy, et elle fait une crise de panique parce qu'elle est claustrophobe, parce qu'évidemment elle est habituée aux grands espaces du Kenya, et ici elle fait une crise de panique absolument hallucinante, ce qui fait qu'elle ne peut même plus se battre, elle se fait maltraiter par le Juggernaut, c'est la seule qui pourrait l'arrêter,
et elle ne peut pas bouger. Mais du coup, elle a une vision de son passé, et on voit enfin l'origin story de Storm, de Ororo, qui est géniale. On voit que ses parents sont partis des États-Unis pour aller vivre en Égypte, en l'occurrence, et sauf que, suite à divers événements historiques, la guerre se déclare, un avion s'écrase sur l'habitation de Ororo et ses parents. Malheureusement, évidemment, Ororo est la seule survivante, vous le voyez ici. C'est horrible, c'est triste. C'est souvent triste l'histoire des personnages chez Marvel, et donc, eh bien écoutez, elle survit peu à peu, et elle devient la meilleure pickpocket du Caire, parce qu'elle est recueillie par une espèce de petit voleur qui se sert des enfants, comme dans beaucoup d'histoires, et elle est devenue une excellente pickpocket. Puis un jour, elle a décidé, à 12 ans, comme ils le disent ici, de partir vers le sud, et elle a fini par arriver chez elle, enfin chez elle, dans ce qu'elle considérera comme son foyer pendant des années, le Kenya. Elle va grandir, devenir l'espèce de déesse qu'elle était au début quand on a vu dans le Giant Size, et Charles Xavier viendra la chercher. Charles Xavier ressent la détresse de Storm, comprend que Kane Marco, son demi-frère, est à l'origine de tout ça, et voulait envoyer Scott, mais Scott a dit, pour une fois, il met avant toute chose la vie de Jean, même devant ses coéquipiers. Résultat, il refuse de partir, il veut rester au chevet de Jean, et on arrête cette scène-là par Xavier qui voit dans un miroir le visage qui le hante dans son cauchemar depuis des mois maintenant, et vous en saurez plus à la prochaine intégrale sur ce visage, qui est très important. Là, on repart sur la scène d'action contre le Juggernaut et Black Tom Cassidy. Ils s'en sortent assez mal. Ici, on voit que le Diablo, Nightcrawler, excusez-moi, il est maltraité et il se fait tirer dans un coin du mur par deux personnages étonnants. On n'en sait pas plus pour l'instant. Le combat entre les deux cousins, Colossus et le Juggernaut qui échangent 2-3 droites. Et ça se passe pas très très bien, parce que le Juggernaut, si vous le savez pas, il est insensible à absolument toutes les attaques physiques en fait. Donc ben, impossible de le faire tomber, impossible de le mettre KO. Et il bat Colossus malgré tout. Storm se reprend un petit peu, mais ça suffit pas. Et donc on finit, étonnamment, cette intégrale sur un cliffhanger avec une victoire des deux vilains, en tout cas une victoire temporaire des deux vilains, et bien voilà, on s'arrête là pour l'intégrale 1975-1976. La suivante, évidemment, elle est sympa aussi. On en parlera quand j'aurai l'occasion de vous faire cette vidéo, mais voilà pour l'intégrale 1975-1976. 2 années importantes évidemment, puisque donc le Giant Size X-Men est sorti et a recréé l'équipe totalement. Puis tous ces numéros-là, avec pas mal de choses importantes, l'air de rien, parce que on a donc une nouvelle équipe, mais dont deux personnages disparaissent très vite, dont un dans un moment important. La mort de Thunderbolt est quand même assez euh, centrale dans le développement de Cyclope notamment. Un gros développement sur le personnage de Scott Summers sur ces années-là. Un gros développement sur la team en général de toute façon, sur Charles Xavier aussi, puisque évidemment son cauchemar sur cette guerre cosmique et le visage qui le hante, c'est très important pour la suite, et quand je vous dis très important, c'est massif, pour toute l'histoire des X-Men derrière, toute la partie cosmique en fait. Et puis ben, on a donc petit à petit cette nouvelle équipe qui arrive à se développer, les relations qui se forment entre ses membres. On a le retour des Sentinelles qui était quand même vraiment top. On a des scènes d'action magnifiques, Dave Cockrum incroyable. Chris Claremont qui, on le voit, est en train de petit à petit prendre ses marques. On voit que tout n'est pas encore là, mais il y a quand même une bonne partie de ce qu'il va faire avec les personnages qui est déjà un petit peu là. Et puis bah, l'arrivée du Phénix, hein, l'arrivée du Phénix qui est quand même un tout petit peu un événement majeur. Ou, si peu. Et voilà, et donc avec cette couverture que j'aime énormément, que j'ai d'ailleurs sur mon mur de... J'ai un mur de cover à la maison, et celle-là elle y est bien sûr parce qu'elle est incroyable. Et puis voilà, et puis donc le premier numéro de l'affrontement contre le fléau et Black Tom Cassidy. Et voilà, et on arrive à la fin de cette intégrale 1975-1976. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Alors c'est une vidéo un petit peu longue, je le sais,
C'est un format qui est fait pour être un petit peu long, puisque je vous parle quand même du bouquin dans son ensemble, on en profite pour parler des épisodes, pour parler des personnages, pour parler de ce que j'adore chez les X-Men, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Donc voilà, donc j'avais envie de faire ça avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, savoir si ça vaut le coup que je continue ce format-là, si ça vaut le coup que j'aille sur l'intégrale suivante, à savoir 1977-1978. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc effectivement, ouais, dites-moi en commentaire si ça vaut le coup que je continue le format ou pas. Et si vous avez apprécié, si vous avez déjà lu ces années-là, et si vous avez l'intention d'aller sur les intégrales X-Men un jour, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je les lis et je réponds en commentaire comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis bien, du coup, sans doute à la semaine prochaine. Ciao!